Vous allez écouter une conférence podcast de la chaîne Colloques et Conférences. Si vous le souhaitez, vous pouvez également accéder à la vidéo et au support visuel du conférencier sur canalc2.tv. Bonne conférence. Voilà, bonsoir. Bienvenue dans cet amphi Fresnel à l'Institut de physique à Strasbourg. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la SFP, la Société française de physique. Merci en tout cas d'être venus aussi nombreux pour accueillir Jean-Marc Lévy-Leblond. Merci aux internautes qui sont avec nous en direct sur canalc2.tv pour cette conférence enregistrée en direct. Ce qui veut dire aussi, c'est la magie du web aujourd'hui, que, dites-le autour de vous, ceux qui ne seraient pas là peuvent revoir, se repasser la conférence de Jean-Marc. On enregistrera les débats un peu plus tard. Alors, quelques mots simplement pour présenter Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est professeur, devenu émérite, à l'université de Nice, physicien. Ça c'est une première chose, mais aussi philosophe ou épistémologue des sciences, qui est aussi, Jean-Marc Lévy-Leblond est aussi le directeur depuis près d'une trentaine d'années d'une collection intitulée Sciences ouvertes aux éditions du Seuil. Jean-Marc est aussi le directeur, ou le rédacteur en chef, l'animateur d'une revue, Alliage, depuis maintenant une douzaine d'années, essayiste, critique de science par certains aspects, et qui se propose ce soir avec vous de débattre d'un point précis. Le titre de la conférence, vous la connaissez sans doute déjà, des mots MOTS et des mots MAUX de la physique, d'hier et d'aujourd'hui sans doute. Jean-Marc, je te laisse la parole, et de demain peut-être, 30-45 minutes pour les questions après. On essaye. Bien, bonsoir. Vous savez tous pourquoi nous sommes là dans ce cycle de conférences organisé par la SFP. Nul n'ignore plus désormais, il y a eu suffisamment d'articles de journaux, d'émissions de radio et de télévision pour que chacun sache que nous sommes dans l'année internationale de la physique, décrétée-elle par l'UNESCO, au motif que c'est un double anniversaire, le centenaire de la publication de 3 très fameux, et même 4 d'ailleurs, 4 très fameux articles d'Einstein de 1905, qui, peut-on dire, ont inauguré la physique moderne, qui a marqué l'entrée dans une nouvelle ère de la physique moderne. C'est également le 50e anniversaire de sa mort, puisqu'il est mort le 18 avril 1955. Avant peut-être d'aborder le thème principal de mon exposé, il me semble qu'il faudrait rappeler qu'il y a d'autres anniversaires à fêter cette année si l'on s'intéresse à la physique, non pas seulement du point de vue de ses grands noms et de ses découvertes, mais aussi, et cela me semble tout à fait indispensable de nos jours, du point de vue de sa place dans la société et du rôle qu'elle y joue. Il y aura le 6 août 1945, il y aura donc 60 ans le 6 août 2005 que le 6 août 1945, une bombe nucléaire éclatait sur Hiroshima. L'anniversaire me semble devoir être médité au moins autant que celui de la mort d'Einstein. 60 ans depuis la première explosion nucléaire et la seconde qui a suivi 3 jours après sur Nagasaki. 10 ans après, 1955, 2 mois avant sa mort, Einstein co-signait un appel qui est connu sous le nom d'appel Russell-Einstein, qui était un appel à la renonciation à la force pour régler les conflits internationaux et au désarmement nucléaire, appel à tous les gouvernements du monde. Appel qui a joué un rôle non négligeable dans la prise de conscience des risques que faisait courir à l'humanité tout entière la course aux armements. Je rappelle à ceux ici dans cette salle qui ont mon âge, et j'indique aux autres, aux plus jeunes, que nous étions en pleine période de guerre très froide et qui menaçait de devenir très chaude assez rapidement. L'utilisation concrète de l'arme nucléaire, tant pendant la guerre de Corée que même pendant la guerre du Vietnam, a été évoquée, n'a pas eu lieu, Dieu merci, et probablement les appels du genre de celui que je mentionne ont joué un rôle important dans cette affaire-là. C'était un des derniers gestes publics d'Einstein, il me semble qu'il faudrait s'en souvenir.
L'appel en question était signé de 11 noms, dont 10 prix Nobel, des grands noms de la physique, et un d'un jeune homme inconnu à l'époque, d'un jeune physicien britannique qui s'appelle Joseph Rotblat, qui était d'une autre génération que les précédents, mais c'est lui, en vérité, qui avait pensé cet appel et qui l'avait fait circuler. Joseph Rotblat avait participé au projet Manhattan, donc de construction de la bombe nucléaire à Los Alamos entre 41 et 45. Il est le seul à avoir, en 44, démissionné du projet, au moment où il devenait absolument évident que l'Allemagne nazie n'aurait pas la bombe. Parce que le projet, je vous le rappelle, avait été engagé dans cette perspective-là. Il était évidemment intolérable de penser que l'Allemagne nazie pouvait avoir la bombe atomique avant les puissances alliées. En 44, il était clair qu'elle ne l'avait pas, qu'elle ne l'aurait pas, et donc toute la justification politique et même militaire du projet de construction de l'armement nucléaire ne tenait plus. Un seul homme a démissionné du projet à ce moment-là, c'est Joseph Rotblat. Joseph Rotblat, après avoir fait signer l'appel dit Russell-Einstein, a été l'un des fondateurs, le fondateur principal du mouvement Pugwash. Il en est devenu le président en 1957, donc 2 ans après, et ses efforts continus, permanents en faveur du désarmement, qui ont fini par produire des fruits. Ils n'étaient pas les seuls à avoir cet effet, mais il est de fait que la détente internationale s'est installée dans les années 60, il est de fait qu'il y a eu un début de désarmement nucléaire, encore insuffisant même aujourd'hui, mais qu'en fait il y a quand même nettement moins d'armes en circulation aujourd'hui qu'il n'y en a eu. Les efforts de Joseph Rotblat ont été couronnés par un prix Nobel de la paix cette fois-ci. Il était le seul signataire de l'appel à ne pas avoir le prix Nobel, il l'a eu. 40 ans après, en 1995, il a reçu, avec le mouvement Pugwash, un prix Nobel de la paix. Cela fait donc exactement 10 ans, encore un anniversaire à souhaiter. Et puis, on ne saurait terminer sans rappeler 2 noms de grands personnages de la physique qui sont morts cette année, en 2005, donc 0e anniversaire, si j'ose, qui sont 2 grands physiciens qui ont eux aussi participé au projet Manhattan et se sont très rapidement, dès l'après-guerre, dès les années 45, opposés à l'armement nucléaire, signé l'appel Russell-Einstein et ont mené un combat très long de plusieurs années. L'un s'appelait Hans Bethe, un grand nom de la physique nucléaire, et qui, même sur le tard de sa vie, quand il avait plus de 95 ans, dans les toutes dernières années, s'est vigoureusement opposé à l'aventure américaine en Irak, et donc a, jusqu'à la fin de sa vie, fait preuve de cet esprit de responsabilité civique qui honore la profession des physiciens et dont je crois qu'il faut le rappeler aujourd'hui parce que trop peu nombreux ont été ceux de nos collègues à jouer un tel rôle. En particulier en France, il faut se souvenir qu'en 1945, apprenant l'explosion de la bombe nucléaire, des personnages pourtant aussi progressistes que Langevin et que Joliot-Curie, qui plus tard prendront parti contre l'armement nucléaire, ne réalisent pas en 1945 ce qui est en train de se passer et saluent l'explosion de la bombe au nom du progrès scientifique. Voilà, je tenais à ce petit préambule puisque après tout nous sommes en année anniversaire, mais il convient de prendre en charge tous les anniversaires. Et puis après tout, ça rejoint un peu le thème principal de mon propos puisque en cette année de la physique, il convient certainement de se féliciter des grands progrès qu'elle a accomplis, des merveilleuses découvertes qu'elle a faites au cours des dernières décennies, des lumières qu'elle a jetées sur le monde, mais il me semble tout à fait nécessaire, pour faire un bilan complet, de prendre en compte les ombres qui accompagnent nécessairement ces lumières. Il n'y a pas sans ombre, où que ce soit. Et que si la physique du dernier siècle peut effectivement se targuer de très grands succès et de réussites tout à fait remarquables, il faut aussi prendre acte d'un certain nombre de ses limites, voire de ses déficiences, de ses mots MAX, comme je souhaitais le dire. Et je vais tenter ici de mettre le doigt sur l'un de ces mots MAX qui concerne les mots MOTS et de vous montrer qu'il y a de graves insuffisances, de graves déficiences dans le rapport aujourd'hui, on pourrait le dire de la science en général, mais ici
je vais parler de la physique en particulier, dans le rapport de la physique avec la langue qui est nôtre, avec la langue commune, celle de tous les jours, et que ceci n'est pas sans effet considérable sur les difficultés que nous rencontrons à partager, nous physiciens, notre savoir avec la communauté humaine qui nous entoure. Nous nous plaignons souvent, à juste titre, qu'il soit si difficile d'expliquer nos découvertes, d'en faire partager cet émerveillement que nous avons devant elles. Eh bien, je crois que nous en sommes en partie responsables par la négligence avec laquelle nous manipulons le langage. Et dans le choix des mots que nous utilisons, c'est ce que je voudrais expliquer en vous montrant un certain nombre d'exemples.